Le déchiffrage avec deux invités ce matin. Christian Fontaine, directeur de la rédaction du Revenu. Bonjour Christian. Bonjour Étienne. Merci de répondre à l'appel de BFM Business. En ce mardi 1er juillet, vous êtes accompagné de Florent de Rocca-Serra, cofondateur d'Hippo. Bienvenue. Merci d'être là également. Alors Hippo, c'est une fintech qui est spécialisée notamment dans le refinancement patrimonial. Avec vous, on va regarder comment aujourd'hui un auditeur, téléspectateur de BFM Business peut bien préparer sa retraite puisqu'il n'est jamais trop tard. Christian Fontaine. Et vous avez sorti la calculette et vous dites aujourd'hui, avec 500 € par mois, via notamment des produits financiers, via une épargne diversifiée, on peut atteindre le million ou presque à l'âge de partir à la retraite. Alors bon, on verra donc à quel âge ça sera d'ici là, mais en tout cas, le chiffre est plausible. Alors le chiffre est on ne peut plus plausible. C'est effectivement une façon de préparer sa retraite. C'est pas du Madoff. Il y a rien de magique. C'est uniquement en sortant la calculette qu'obtient-on. En fait, c'est très simple. Si vous épargnez tout au long de votre vie la somme de 500 € et que cette somme, chaque mois, vous l'investissez sur les marchés financiers, de façon même un peu plus précise, un ETF monde, c'est-à-dire un placement diversifié peu chargé en frais, au bout de 40 ans, vous obtiendrez le Graal, le million. Le million, bien sûr, dans lequel vous pourrez piocher, dans lequel vous pourrez puiser pour compléter donc la maigre retraite, en tout cas de plus en plus maigre retraite versée par les régimes obligatoires de retraite. Alors bien sûr, il y a toujours loin de la coupe aux lèvres. C'est pas aussi simple que ça. Il y a quand même quelques pièges à éviter. Le premier piège, je dirais, ce sont ce qu'on appelle un peu les frais de frottement, c'est-à-dire notamment tout ce qui est les frais bancaires. C'est pour ça que cette stratégie pour devenir millionnaire, peu ou prou que de nombreux auditeurs et téléspectatrices peuvent mettre en œuvre. Il faut le faire avec un sous-jacent peu chargé en frais, un ETF, donc un fonds indiciel coté qui va répliquer la performance d'un grand indice et qui ne vous prendra que, selon les produits, entre 0,1 et 0,5% de frais. Bien sûr, le deuxième point important aussi à regarder de près, c'est la fiscalité, pour limiter au strict minimum les frais fiscaux. Donc là, le mieux, c'est de conduire cette stratégie via un plan d'épargne en action. Alors c'est vrai que cette stratégie, en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Derrière, il y a ce qu'on appelle l'investissement programmé en bourse. Qui a été remis, alors c'est pas une stratégie qui date d'hier, ça a été remis au goût du jour par les réseaux sociaux sous l'acronyme DCA, en fait, Dollar Cost Averaging, DCA. Et donc le principe, en fait, c'est d'investir régulièrement sur les marchés boursiers pour profiter de la tendance haussière de la bourse à long terme, sans se poser de questions, en fait. C'est ce que les Américains appellent le lazy investing. C'est-à-dire qu'en fait, vous investissez un peu de façon paresseuse, quel que soit le prix des actions, quelle que soit l'orientation et vos anticipations de marché, uniquement pour profiter de ce qui est avéré, c'est-à-dire la tendance haussière de la bourse à long terme. C'est un abonnement. Vous avez un abonnement Internet, vous avez un abonnement pour votre téléphone mobile. Pourquoi pas un abonnement en bourse ? Tout à fait. Bon, moi, ça me fait un peu peur quand même, votre histoire, parce que c'est pas du tout diversifié quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Florent de Rocca-Serra. L'exemple qui est donné, c'est MSCI World et c'est tout. Je reviendrai là-dessus. Vos clients sont quand même un peu plus diversifiés que simplement avoir du MSCI World. Bien sûr, mais moi je pense que c'est quand même les ETF une stratégie très intéressante pour un investisseur passif qui rentre dans ce monde de l'investissement. C'est simple, c'est fluide, c'est pas cher, vous l'avez dit. Moi, je trouve que c'est diversifié. C'est diversifié sur tout un index, mais c'est vrai que pour les investisseurs un peu plus expérimentés, c'est un peu ennuyant. Donc, je pense que ça correspond à une belle catégorie d'investisseurs, mais pas à tout le monde. Alors, ça peut correspondre pour une poche de votre épargne. Alors, c'est quand même diversifié, puisqu'un indice World, en tout cas qui réplique le MSCI World, c'est quand même investi dans quelques 1500 valeurs de 23 pays développés. Mais c'est surpondéré sur la tech américaine et les US quand même. Aujourd'hui, c'est surpondéré à hauteur de 70%. Effectivement, vous avez raison, sur l'Amérique du Nord. Oui, mais en fait, c'est quand même la zone où les bénéfices par action sont 2 fois plus élevés qu'ailleurs dans le monde. On imagine mal l'ensemble de la tech américaine, voire les plus grandes entreprises du monde s'effondrer du jour au lendemain. Donc oui, il y a une diversification géographique relativement limitée aujourd'hui dans la composition actuelle de l'indice. Moi, je dirais que le principal biais, c'est pas celui-là. Le principal biais, c'est que cet indice est coté en dollars. Donc vous êtes effectivement, pour un investisseur en euros, vous dépendez du cours de taux de change euro-dollar, même si mieux vaut commencer à mettre en place cette stratégie aujourd'hui, alors que le dollar s'est déprécié de 10 à 15% depuis le début de l'année.
Et ça ne veut pas dire que ça, c'est une bonne stratégie en bourse. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas diversifier par ailleurs sur d'autres actifs boursiers, sur des actifs éventuellement non cotés. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas investir dans l'immobilier. L'immobilier est le premier placement des Français. Investir dans la pierre, investir dans son logement, c'est sans doute la meilleure et la première décision à prendre pour préparer sa retraite. Le jour où vos revenus seront divisés par 2, puisque vous allez passer en cessation d'activité, vous serez quand même bien content de ne pas devoir décaisser chaque mois le montant d'un loyer. Très clairement. Bon, en tout cas, 500 € par mois, vous nous dites sur 40 ans, ça fait 1 million. Voilà, c'est ça. Sur un rendement historique qui a été calculé sur le MSCI World. Oui, alors, même si vous voulez, il suffit de mémoire, ça correspond à un taux de rendement de 7% annuel, alors que le MSCI World, depuis 10 ans, ça fait 12%. Donc, les hypothèses sont, je dirais, assez conservatrices. Devenir millionnaire en partant de rien, grâce à la mécanique des intérêts composés, Pas de rien, tout le monde ne peut pas mettre 500 € tous les mois en bourse. C'est vrai, vous avez raison. Mais ça, alors, je m'exprime mal. Sans capital de départ, mais avec une épargne régulière relativement significative, en tout cas lorsque vous débutez dans la vie active, il n'empêche que lorsque vous sortez la calculette, grâce au miracle des intérêts composés et grâce à la performance sur le long terme de la bourse, avec une stratégie d'optimisation des frais et d'optimisation de la fiscalité, vous pouvez obtenir le Graal, le million. Bon, pour ceux qui ont un capital immobilier ou financier, il y a également un effet de levier qui peut être intéressant, hein, notamment vous, c'est ce que vous faites, Florent de Rocca-Serra, chez Hippo, c'est-à-dire en fait regarder un petit peu la situation patrimoniale et puis ensuite derrière mettre un crédit lombard ou autre pour essayer en fait de garder sa résidence principale ou une résidence secondaire tout en ayant investi par ailleurs. Oui, tout à fait. Donc, chez Hippo, on développe des solutions de financement et de refinancement pour une clientèle plutôt patrimoniale de particuliers et de professionnels, donc qui a du patrimoine, mais qui effectivement est mal servi par sa banque pour des raisons X ou Y, principalement pour des besoins trop complexes ou atypiques. Et donc là, c'est vrai que c'est possible, en tout cas en France aujourd'hui, assez mal connu, de faire du levier sur son patrimoine pour financer des choses qui n'est pas finançable forcément en banque. Un cas concret, par exemple, pour une clientèle de jeunes actifs, c'est financer un apport, donc l'apport pour acheter un appartement. Et donc là, on travaille par exemple le patrimoine de ses proches, de ses parents, pour lui générer cet apport via un crédit hypothécaire. Donc ça, c'est un premier cas d'usage qu'on voit et qu'on traite souvent. Deuxième cas d'usage intéressant, c'est la transmission du patrimoine via donc des ventes à soi-même. Et donc ça veut dire de financer la transmission via donc une SCI ou une SRL de famille qu'on va endetter, qui va acheter des biens locatifs détenus en propre et puis qu'on va démembrer. Donc ça, c'est un triple effet d'alléger la fiscalité, donc de l'IFI, et puis bien sûr donc de transmettre ce patrimoine immobilier donc optimiser, de manière optimisée. Et c'est des mécanismes qui s'adressent à quel type de clientèle ? Donc c'est plutôt une clientèle. Le ticket d'entrée. Donc à partir de 300 000 €. Donc c'est l'actif global. L'actif net. Donc ça c'est pour la partie immobilière. Donc vous avez parlé aussi de prêts lombards et on fait aussi des prêts crypto. Donc ça qui commence à partir de 200 000 €. Donc par exemple placé sur une assurance vie qu'on va releverager afin donc de dégager de la trésorerie pour effectivement continuer à investir. Investir soit en bourse, soit investir dans un projet X ou Y qui est cher à notre cœur. Donc un exemple concret, ça peut être un ménage qui a envie d'investir en bourse. Eh bien, il va venir chez vous, il va vous dire j'ai un appartement ou une maison qui vaut X milliers d'euros. Et donc vous, derrière, vous allez faire quoi ? Vous allez hypothéquer cette maison, vous allez l'estimer et ensuite, derrière, pouvoir proposer une solution de crédit derrière qui sera financée par l'argent qui sera placé. C'est donc ça. Effectivement, c'est le principe de ce mécanisme. L'idée, c'est que donc on accompagne des actifs et des personnes qui viennent avec un capital amorti, donc que ce soit de l'immobilier ou du mobilier, du financier. Et donc là-dessus, basé sur leur capacité de remboursement, donc pas sur l'actif net, on peut les releverager pour dégager donc de la trésorerie afin de continuer à investir. Et donc c'est ce qu'on fait. Christian Fontaine, vous, au Revenu, vous avez forcément des lecteurs qui s'intéressent à ce type de solution. Ça s'adresse à quel type de lecteur chez vous ? Comment aujourd'hui on peut adapter cette solution ? Alors, beaucoup en fait. L'immobilier représente le principal actif, en tout cas la résidence principale même représente le principal actif de la majorité des Français. Et c'est vrai que l'immobilier d'habitation souvent est une source de coûts plutôt qu'une source de revenus. Et donc pouvoir mobiliser un bien immobilier grâce au levier
demander du crédit, de muscler son patrimoine par ailleurs, c'est une bonne idée. Après ça, en fait, il faut regarder le coût de chaque financement à mettre en face par rapport au rendement donc, de l'opération. Et bien sûr, le rendement doit être supérieur. Le rendement net de frais et net d'impôts doit être supérieur au coût qui comprend donc, le taux, mais également les assurances, les garanties. Et si effectivement il y a un surplus, le rendement est sensiblement supérieur au coût du financement, ça peut être intéressant. Tout à fait. Et dans le cas inverse, comment ça se passe chez Hippo, quand malheureusement en fait, le rendement n'est pas au rendez-vous et que derrière, il faut quand même pouvoir payer le coupon? Donc ça dépend de quoi on investit, bien sûr. Ouais. Donc effectivement, aujourd'hui, les taux de refinancement sont plus chers que les taux de financement immobilier, donc grosso modo autour de 4-5%. Et donc c'est vrai que pour trouver un rendement, donc un placement avec des taux supérieurs, il faut aller chercher des placements assez risqués. Et donc aujourd'hui, dans ce contexte macroéconomique, ce n'est pas forcément le cas d'usage principal. Et donc on refinance plutôt, pas forcément pour investir en bourse, mais plutôt pour se faire plaisir, pour faire financer des achats, par exemple, immobiliers à l'étranger, pour transmettre son patrimoine. Ça, c'est les gros cas d'usage qu'on voit aujourd'hui. Après, sur les crédits Lombard, on arrive avec des taux autour de 3,5%, ce qui est plus intéressant quand on cherche à faire du levier pour investir. Avec des appels de marge, bien sûr, qui à chaque fois doivent être respectés pour nos auditeurs qui ne connaissent pas. C'est-à-dire que derrière, il faut pouvoir avoir du cash en garantie si demain il y a un choc boursier ou autre, pour être en mesure, c'est ça, de pouvoir payer les intérêts trimestriellement. Tout à fait, exactement. Christian Fontaine, un autre placement qui est à plus plaisir, qui est également plus sympathique et qui même se consomme, c'est le vin, donc à boire bien sûr avec modération. Est-ce qu'investir dans le vin, c'est un bon plan aujourd'hui, Christian Fontaine? Alors, ça peut être d'autant plus un bon plan qu'on est en pleine période de commercialisation des primeurs millésime 2024. Donc, vous savez, vous connaissez les spécificités en fait de ce mode de distribution, surtout valable pour les grandes appellations en Bordeaux. Ça consiste à acheter du vin donc du millésime précédent, donc 2024, qui est encore en barrique en fait, qui est encore en cours d'élevage, et ce vin vous sera livré dans 2 ans, donc en 2027. Vous faites comme ça une avance de trésorerie au Grand Château bordelais, et en échange, bien sûr, vous espérez pouvoir acquérir ces 10 bouteilles à un prix largement inférieur au prix de commercialisation dans 2 ans. Et pourquoi s'intéresser particulièrement aux primeurs cette année? C'est tout simplement parce que les prix n'ont jamais été aussi bas depuis 10 ans. Les prix sont en baisse environ de 20% par rapport au millésime 2023 et de quelques 40% par rapport au millésime 2022, qui était l'un des plus chers, le plus cher ces dernières années. Alors, le prix n'est pas tout, mais vous le disiez effectivement en introduction, le vin appartient à notre patrimoine national et il peut très bien appartenir aussi au patrimoine des Français. Donc, si vous en avez un tout petit peu marre de pousser votre caddie dans les rangées des supermarchés à l'occasion des foires au vin, pourquoi pas vous intéresser à l'achat en primeur de grandes appellations de Bordeaux. Et en plus, donc, non seulement vous allez vous faire plaisir le jour où vous dégusterez ces bonnes bouteilles, mais vous pouvez aussi potentiellement faire un excellent placement. Puisque effectivement, en moyenne et en général, même s'il y a des écarts considérables selon les châteaux et selon les millésimes, vous allez acheter aujourd'hui moins cher une bouteille qui demain vaudra plus cher dans le commerce. Vous pouvez même, en conservant votre vin une dizaine d'années, réaliser des plus-values substantielles. Alors, le seul petit bémol et point de déception, c'est que vous allez réaliser davantage de plus-value si vous mettez d'entrée de jeu 100 € sur la table pour une très très bonne bouteille que si vous misez sur un petit château avec une bouteille qui va vous coûter 20 ou 30 €. Bon, ça, c'est un petit bémol à savoir. Mais disons que dans la conjoncture actuelle, où les placements atypiques fonctionnent plutôt bien, où là on est dans la catégorie des placements réels, et s'intéresser au vin peut être une bonne façon de diversifier son patrimoine. Tout à l'heure, vous me taquiniez sur le manque de diversification de l'ETF MSCI World. Tout relative, le manque de diversification, mais pourquoi pas? Voilà un investissement de diversification qui peut compléter des placements plus traditionnels. À petite dose, c'est vraiment de la diversification. Alors, à petite dose, bien sûr, il faut bien choisir ses bouteilles. C'est un patrimoine, sans mauvais jeu de mots, qui est beaucoup moins liquide qu'on pourrait l'imaginer. Alors, quelques châteaux peut-être qui a des tarifs... Auditeurs, téléspectateurs, prenez vos crayons. Allez, il y a des tarifs relativement raisonnables. Cantemerle, c'est un AOP au Médoc, 24 € la bouteille en primeur pour le millésime 2024.
Giscourt, un château, 52 €. On peut aussi vous recommander Omar Buzet, qui est à 35 €. Et puis Lagrange, 3e grand cru classé de Saint-Julien à 40 €. Voilà quelques bonnes bouteilles qui sont des classiques pour les amateurs de bon vin, à des tarifs encore, je dirais, raisonnables. Alors si maintenant vous avez encore un peu plus de moyens, ben, c'est sans doute l'année de s'offrir un premier grand cru, puisqu'il y a quelques années, ils étaient à 700 ou 800 €. Cette année, vous pouvez en toucher autour de 300 ou 400 €. Et question bête, comment vous revendez une bouteille de vin? Alors, on revend d'abord, l'idéal, c'est de la conserver dans une bonne cave et ensuite de la partager entre amis. Ensuite, vous la revendez aux enchères. Le plus souvent, c'est aux enchères. Donc dans une maison d'enchères, comme il y en a un petit peu partout en France. Voilà, tout à fait. Il y a des ventes spécialisées. Et l'idéal, en fait, c'est de pouvoir assurer la traçabilité, effectivement, des dives bouteilles. Donc là, en plus, si vous voulez, il y a un autre avantage je dirais, de l'achat en primeur, c'est que vous allez pouvoir acheter des grandes appellations. Si demain, vous voulez vous offrir une bouteille de Lafite Rothschild, même chez votre caviste préféré, il n'est pas dit que vous allez la trouver. Donc là, en primeur, chez votre caviste préféré, vous pourrez trouver ces bouteilles. En plus, selon le flacon qui vous convient, un 75 centilitres, un Magnum, voire même un Jéroboam, souvent livré dans des caisses en bois, avec bien sûr le certificat qui va bien et qui vous permettra de revendre aux enchères le moment venu. Et bien sûr, être en mesure de pouvoir la conserver dans de bonnes conditions, c'est bien sûr la priorité. Merci beaucoup Christian Fontaine pour cette idée de diversification. Je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction du Revenu. Merci également à Florent Roca de Serra, cofondateur d'Hippo, donc une fintech spécialisée dans le refinancement patrimonial. Voilà, ça vous donne des idées de levier pour préparer la suite. Très courte pause.